parole à Maître Jean-Pierre Mignard, avocat, maître de conférence à Sciences Po, qui va nous expliquer ce que serait une justice indépendante. François, chers amis, j'ai 7 minutes avant de laisser la parole à François Hollande, donc j'ai écrit mon papier, et donc je serai bref. Et puisqu'il est question d'indépendance, au nom de tout le club droit, justice et sécurité, je vais déjà réparer une première injustice. Cette injustice, c'est de n'avoir pas salué immédiatement dans cette salle Elisabeth Guigou, car Sylvie est un ministre de la justice. C'est respectueux de l'indépendance de la justice. C'est une fille honneur. C'est toi, Elisabeth, nous sommes très honorés de t'avoir ici devant nous. Justice indépendante, pouvoir démocratique. La politique, puisqu'il faut bien qu'on revienne à elle, à ce site simple, que la force de ses symboles se vérifie par celle de ses pouvoirs. Désigner les organes de la République sous le nom de pouvoir et d'autres sous celui d'autorité, comme ce fut le cas pour la justice, est un choix politique. La République a pour socle les pouvoirs, et la justice est un de ces pouvoirs, quelles que soient les ruses sémantiques employées pour le lui refuser. Instituée par la République, elle doit pleinement être reconnue comme un pouvoir démocratique, ne devant bénéficier d'aucune dégradation, comme c'est le cas aujourd'hui, ni d'aucune faveur particulière lorsque son véritable statut lui sera reconnu. Un statut effectif donc, peu importe le nom, quoi qu'encore. Elle est un pouvoir reconnu en tant que tel, par l'article 16 de la Déclaration, qui fonde le principe de la séparation des pouvoirs. Cet article d'ailleurs ne discrimine aucunement entre une autorité et deux pouvoirs, il désigne 3 pouvoirs, sans opérer de hiérarchie entre eux. C'est bien ainsi que l'entend la Constitution de l'an 3, dans son titre 8 qui traite du pouvoir judiciaire. La mise en garde de Montesquieu pour lequel il n'y avait point encore de liberté, si la puissance de juger n'était pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice, dans l'esprit des lois de 1748, était encore fraîche pour les auteurs de la Déclaration des droits, comme pour ceux du titre 8 de la Constitution de l'an 3, qui traitait elle aussi du pouvoir judiciaire. Voici quelles sont nos origines, voici où sont nos gènes. Si la Constitution de la 4e République avait semblé renouer avec cette haute référence, la capitulation de la justice lors des guerres coloniales a précipité sa chute d'un piédestal trop haut pour elle. Les parquets étaient déjà ce qu'ils sont aujourd'hui. Peu familière au peuple, dédaignée des élites, lointaine, coûteuse et guère exigeante en matière des droits des gens, elle est devenue ce qu'à peu de choses près, elle est statutairement restée. Elle a dû changer néanmoins la justice. Devant les exigences de la société ces 40 dernières années, sous la pression des nouvelles générations de magistrats et du syndicalisme judiciaire, et la permission irremplaçable d'une émancipation offerte par les traités internationaux, au premier chef d'entre eux, la Convention européenne des droits de l'homme. Gardiens des traités, les juges ont appris à s'affranchir, affaire après affaire, des contingences hiérarchiques et des pesanteurs de la sociologie pour parcourir le rude chemin qui conduit de la loi au droit, au point de faire mentir les plus pessimistes pronostics d'étouffement des affaires. Les magistrats du parquet, lesquels, s'ils ont en masse, pour les plus jeunes, adhéré à cet esprit nouveau, sont encore tenus dans les liens d'une hiérarchie pesante, relais docile dans ces sommets de la volonté du pouvoir politique. Cette magistrature, que l'on désigne étrangement, sous le vocable de « debout », est organiquement liée au pouvoir exécutif, dont elle reçoit à la guise du ministre des instructions dans les dossiers sensibles et de qui dépend sa progression dans la carrière. On imagine évidemment que ce qui doit s'écrire peut tout autant se dire et même se murmurer ou simplement se pressentir, avec l'immense faculté de télépathie que 2 siècles de suggestion génèrent. Cette structuration hiérarchique du parquet a créé un climat particulier assimilable à une culture de l'obéissance. On comprend dans ces circonstances que les juges européens hésitent à caractériser cette magistrature comme une autorité judiciaire indépendante et impartiale, mais indépendante suffirait déjà. C'est dans cet entre-deux que se situe la crise de la justice, qui, pour ne pas être résolue de façon positive et courageuse, est aujourd'hui une des premières manifestations de désordre dans notre démocratie. L'opinion publique s'en rend compte, et elle ne l'accepte plus. Le pouvoir des parquets est en effet immense, soit parce que les procureurs peuvent interdire l'examen d'une affaire, soit peser sur son cours afin de rendre l'instruction difficile, ou même impossible, soit enfin limiter sa portée par un choix opportun des qualifications données aux faits. Quelques exemples. Il a fallu, nous sommes à Paris, il a fallu 20 ans
pour que soient définitivement jugées les affaires dites d'emploi fictif de la ville de Paris, leur élucidation se heurtant à l'opiniâtre persévérance des chefs du parquet de Paris. Il a fallu 8 jours pour que le parquet pressé de toutes parts ouvre une information judiciaire sur la mort de 2 adolescents à Clichy, sous bois, trop tard. Le feu était mis aux banlieues pour avoir choisi l'opacité. Nicolas Sarkozy était à la fois ministre de l'Intérieur et de la Justice, cannibalisant ses 2 fonctions avant plus tard de les avaler toutes. Il a fallu 3 jours pour que Nicolas Sarkozy ordonne en personne, en tant que président de la République, les magistrats, tous les juristes qui sont là apprécient, la désignation d'un juge d'instruction à Villiers-le-Bel, quand 2 adolescents trouvèrent la mort renversés par un véhicule de police. Trop tard, là encore, 3 jours d'émeute et des dizaines de policiers blessés pour avoir refusé de faire le choix de la transparence. L'exemple même du désordre public, il faudra bien un jour que l'on présente des excuses aux populations et à tous ces policiers blessés. Dans ces 2 affaires, les juges ont donné raison à ceux qui affirmaient que le gouvernement ou ses administrations cachaient la vérité, mais les chefs du parquet avaient gardé le silence. Instrumentalisation de la justice encore, avec la connivence explicite ou le silence obséquieux des chefs de parquet, comme dans une extravagante affaire de fichiers trafiqués, une lutte à crocs-de-boucher s'engageait devant un pays médusé et des juges effarés. Aucune instruction non plus dans le sens de la vérité et même de l'équité dans les affaires Bettencourt, sinon de s'opposer avec acharnement à ceux qui voulaient connaître la vérité. Qui a entendu le ministre de la Justice s'inquiéter de la collection des fadettes contre la confidentialité des sources de l'information ou encore des graves soupçons qui pèsent à ce sujet sur le directeur du renseignement central intérieur? Et quel chef de parquet a de lui-même sollicité la moindre investigation? Enfin, par quelle miraculeuse intercession le pôle pénal de l'instruction des affaires économiques et financières du tribunal de Paris tourne-t-il au ralenti au point que l'on pense que son moteur s'arrête? À code pénal inchangé, le monde économique serait-il devenu subitement vertueux? Voilà une belle interrogation qui peut nier, à la fin des fins, que l'Italie, pays ami, pays si proche, et dans la tradition de Rome, sans doute inventeur du droit, doit à des collèges de procureurs indépendants d'être pendant toutes ces années de berlusconisme resté une démocratie. Là encore, se vérifie cette loi fondamentale de la justice pénale, qui tient le parquet, qui dirige le corps des procureurs, tient, oriente, ralentit ou accélère la justice, en vertu des bons plaisirs ou au nom des intérêts du pouvoir en place pour 0,5% de dossiers sensibles. La subordination ne régule rien, au contraire, elle perturbe tout. Ceci n'est pas la République, et cela n'est pas la démocratie non plus. Ceci est la survivance dans le fonctionnement de nos institutions, du bon vouloir privé du prince ou de l'intérêt de ses féaux. Cette justice à la carte affaiblit sa crédibilité dans l'opinion publique, le bras judiciaire de l'État ne devenant plus que la main docile du pouvoir politique. Voilà pourquoi il faut considérer la justice comme un pouvoir, un service public à part entière, un des 3 piliers de l'État démocratique et impartial. La justice n'a pas à être un contre-pouvoir, il doit exister une dialectique constante entre les 3 pouvoirs, sans que l'on puisse discerner lequel serait plus légitime que les autres. Ils effectuent entre eux une distribution tout simplement, ce qui les définit mieux qu'une opposition. Les procureurs de la République doivent être indépendants, serviteurs de la loi, soumis à leur serment et au Conseil supérieur de la magistrature, devant lequel leur responsabilité doit pouvoir être engagée. Un magistrat doit pouvoir être révoqué, car ses fautes sont plus lourdes de conséquences que celles commises dans d'autres grands emplois publics. Montesquieu a mis, s'il en fut du pouvoir judiciaire, allait jusqu'à évoquer une fonction de juge limitée dans le temps. Voilà pourquoi la justice qui applique les lois et garde le pouvoir et garde le droit est un pouvoir. Sa fonction est évidemment politique, comme l'affirmait Aristote, puisque d'elle dépend de rien de moins que la détermination du juste et de l'injuste. Cher François, il faut rendre la justice au peuple, il faut la rendre à la République, il faut la saluer comme un nouveau pouvoir démocratique, il faut enfin rendre justice à la justice.